Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour À la Source, le magazine d'actualité de la rédaction de KTO. Voici les titres que nous allons développer dans notre journal. Le pape a marqué le 6e anniversaire de sa visite à Lampedusa par une messe en la basilique Saint-Pierre. Nous entendrons son message. Des musulmans ont eu le désir de manifester leur fraternité aux catholiques après l'incendie à Notre-Dame. L'un de nos reporters était avec eux samedi à Paris. Et puis le week-end dernier, de nombreux pèlerinages de pères de famille étaient organisés. Nous entendrons des témoignages. Pourquoi cet engouement? Et puis, dans notre dossier, nous aborderons le projet de loi sur la bioéthique. On a bien noté que l'adoption en Conseil des ministres sera pour le 26 juillet. Quels en sont les points saillants et même problématiques? Nous serons avec Tugdual Alderweireld, délégué général d'Alliance Vita, pour recueillir son décryptage. Et on commence par notre journal, par cette décision inédite du Saint-Siège rendue publique hier soir. Le Vatican a renoncé à l'immunité diplomatique du nonce apostolique en France, une première pour l'époque contemporaine. On le sait, Monseigneur Luigi Ventura est visé par une enquête du parquet de Paris pour agression sexuelle. L'enquête ouverte en France va donc pouvoir se poursuivre. Le directeur par intérim de la salle de presse du Saint-Siège a expliqué le délai de cette décision. Le Saint-Siège a attendu la conclusion annoncée fin juin de la phase préliminaire de la procédure à laquelle Monseigneur Ventura a librement participé. C'est une mesure extraordinaire, poursuit-il, qui confirme la volonté exprimée par le nonce lui-même de collaborer pleinement et spontanément avec les autorités judiciaires françaises. À sa demande, le nonce avait été entendu par la police début avril avant d'être confronté aux plaignants courant mai. Il a toujours réfuté les faits dont il est accusé. Cette fois, c'est terminé. Après des années de procédure judiciaire, les parents et une partie de la famille de Vincent Lambert ont publié lundi un communiqué pour indiquer que la mort de Vincent était devenue inéluctable. Si nous ne l'acceptons pas, nous ne pouvons que nous résigner dans la douleur, l'incompréhension, mais aussi dans l'espérance, ont-ils écrit. Il n'y a plus rien à faire sinon prier. Le site Je soutiens Vincent annonce une veillée pour Vincent Lambert devant l'église Saint-Sulpice à Paris ce mercredi soir à 20h. La famille aura été déchirée jusqu'au bout puisque certains membres exprimaient leur pleine approbation de l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation décidé par le médecin du CHU de Reims il y a maintenant une semaine. 6 ans après sa visite à Lampedusa, le pape a célébré ce lundi une messe en présence de migrants et de réfugiés. Une messe, comme vous le voyez, en petit comité en mémoire de ceux qui ont perdu la vie et qui tentaient de fuir la guerre et la misère. Le pape a pu saluer les participants à la fin de la célébration. Dans la basilique Vaticane, autour de l'autel de la chaire de Saint-Pierre, il y avait aussi des sauveteurs. En pleine polémique autour des navires de sauvetage en Méditerranée, le pape a invité à prier aussi pour ceux qui soutiennent, accompagnent et accueillent les migrants. Il s'agit pour le pape d'offrir un chemin de la miséricorde aux migrants, traités comme les derniers de nos sociétés aujourd'hui. Sono gli ultimi ingannati e abbandonati a morire nel deserto. Sono gli ultimi torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione. Sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso. Sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga per essere chiamata temporanea. Nello spirito delle beatitudini siamo chiamati a consolare le loro afflizioni e offrire loro misericordia, a saziare la loro fame e sete di giustizia, a far sentire loro la paternità premurosa di Dio, a indicare loro il cammino per il regno dei cieli. Les personnes migrantes et réfugiées sont aujourd'hui le symbole de tous les exclus de la société, a insisté le pape François. Cet engouement, dès le début du pontificat, a marqué Michel Roy. Il est secrétaire général de Caritas au niveau international et exerçait ses responsabilités jusqu'à mai dernier. C'est un phénomène qui croît aussi à cause du dérèglement climatique qui fait qu'on ne peut plus vivre dans un certain nombre d'endroits sur la planète, des zones tropicales en particulier qui s'assèchent progressivement et d'une manière de plus en plus rapide. Donc le phénomène des migrations est un phénomène en devenir, déjà une réalité très forte aujourd'hui, mais je crois que demain il y aura encore beaucoup plus de migrants qu'il n'y en a aujourd'hui. Et face à cette réalité, évidemment, le Saint-Père, c'est son rôle
doit rappeler que ces migrants sont des personnes humaines à part entière, que ce sont des frères et sœurs en humanité et qu'on ne peut pas tout simplement les ignorer, les rejeter, comme malheureusement on le fait. Quand il parle de l'indifférence, je crois qu'il en parle régulièrement. Il interpelle, il cherche à interpeller tout un chacun sur cette réalité. Est-ce que quand on est en présence d'un étranger, d'un autre, on doit tourner la tête et aller ailleurs, ou bien est-ce qu'on accepte de se confronter à lui, de le rencontrer? Et lors de l'Angélus, dimanche, le pape a appelé à l'organisation de corridors humanitaires pour venir en aide aux migrants qui en ont le plus besoin. Il réagissait au bombardement d'un centre de détention de migrants la semaine dernière en banlieue de Tripoli, en Libye. Dans ce raid attribué au maréchal Haftar contre les forces gouvernementales, 44 personnes sont mortes et plus d'une centaine ont été blessées. La communauté internationale ne peut tolérer des faits aussi graves, a déclaré le pape, qui a invité aussi à prier pour ces pauvres personnes sans défense. Parlons maintenant d'un autre flux migratoire qui ne suscite pas la même véhémence. Le Bureau central des statistiques de l'Église catholique publie une analyse sur les déplacements de prêtres diocésains Fidei Donum entre continents entre 1978 et 2017. Les chiffres montrent bien l'inversion des flux durant les 40 dernières années. L'évolution pour ceux qui partent d'Afrique est marquante, plus 366%, plus 99% d'Asie, notamment pour que ces prêtres étudient à l'étranger, mais aussi renforcent les églises vieillissantes. Notons que la moitié de ces prêtres sont accueillis en Europe. Ces flux, on le sait, ne vont pas sans difficulté. Problème d'intégration parfois, appauvrissement aussi des pays de départ, au phénomène de prêtres gyrovagues, mais la tendance de ces flux missionnaires devrait se maintenir dans les années qui viennent. Vous le savez, un synode sur l'Amazonie va se tenir à Rome en octobre prochain. Une partie de la Guyane est concernée. L'évêque de Cayenne, Monseigneur Emmanuel Lafont, a donc organisé un pré-synode à Awala Yalimapo, c'est dans le nord-ouest. Des participants issus des peuples autochtones et amérindiens se sont retrouvés en fin de semaine dernière. Au terme de cette rencontre de 3 jours, José Gaillou, l'un des organisateurs, revient sur les attentes envers ce synode et ses défis. Il y a très très forte attente parce qu'on a pu expliquer un petit peu la lettre du pape, l'encyclique, ce qu'était l'encyclique quand on parle d'écologie intégrale et comment allons-nous mettre en place en Guyane cette écologie intégrale pour que dans chaque village on arrive à retrouver cette notion de bien vivre. En tout cas, il compte beaucoup sur l'Église parce que politiquement parlant, il n'y a pas de réponse. Donc est-ce que l'Église peut être un interlocuteur? Je pense qu'il y a une attente à ce niveau-là. Et on a noté quand même pas mal de propositions. La notion d'exclusion, la notion d'abandon, la reconnaissance de ce qu'ils sont en tant que tels, fiers de ce qu'ils sont. La partie plus religieuse, c'est que l'Église soit plus présente sur le territoire. Et ce qu'on a ressenti à la fin de tout ça, c'est déjà l'envie de se revoir. Le synode voulu par le pape concerne toute l'Amazonie, soit un territoire qui s'étend sur 9 pays et 80 millions de kilomètres carrés, couvert très largement par la forêt amazonienne. Après l'incendie de Notre-Dame, des musulmans ont souhaité manifester leur amitié envers les catholiques. Une centaine de personnes étaient présentes à la rencontre qui s'est déroulée quai de la Tournelle à Paris, samedi en fin de journée, avec la cathédrale en arrière-plan. L'occasion pour les différents responsables musulmans de témoigner de ce désir de fraternité, ce soutien à la communauté chrétienne. La rencontre était organisée par l'association Ephésia qui porte les rencontres islamo-chrétiennes ensemble avec Marie autour de l'Annonciation. C'est une rencontre symbolique à travers laquelle les musulmans de France souhaitaient exprimer leur compassion et leur solidarité avec les chrétiens de France. Effectivement, quand il y a eu cet incendie tragique qui a ravagé Notre-Dame de Paris le 15 avril, tout le monde était ému, tous les citoyens français, au-delà de leur confession et de leurs convictions, étaient émus aux larmes. Et les musulmans de France étaient également très très touchés. Il y a beaucoup de mosquées qui se sont mobilisées pour faire une collecte d'argent pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et le fait que cette rencontre aujourd'hui soit organisée pour que les musulmans expriment leur solidarité avec leurs compatriotes chrétiens est quelque chose de fondamental et d'historique. Je vais faire pareil avec toi. 1, 2, 3. On tourne et on la lâche. Hop.
reconstruire Notre-Dame, eh bien, ça va être remobiliser la communauté chrétienne, bien sûr, mais c'est aussi tout le pays qui est derrière Notre-Dame. Et le symbole que nous avons posé est celui-là, avec les amis et frères musulmans. Les gens sont repartis joyeux. Voir des gens repartir joyeux, c'est ma joie. Voilà, le lâcher de colombe a été le signe que la paix est possible. Et Marie va faire un grand travail pour notre pays, ça j'en suis convaincu. Voilà, j'en profite du coup de parler du prix Jacques Hamel 2020. Les candidatures sont ouvertes. Ce prix porté par la Fédération des médias catholiques dont KTO est membre vise à récompenser des travaux journalistiques qui valorisent les initiatives en faveur de la paix en général et du dialogue interreligieux en particulier. Il sera décerné à Lourdes lors des journées Saint-François de Sales organisées fin janvier. Il est possible de déposer une candidature à partir du site media-catholique.fr. La France compte un nouvel évêque, Monseigneur Alain Guélec, a été ordonné ce dimanche en la cathédrale Saint-Pierre de Montpellier. Il a été nommé en avril par le pape François, évêque auxiliaire de ce diocèse. Lui qui ne s'est jamais vraiment éloigné de son Finistère natal, il rejoint ainsi l'Hérault aux côtés de l'archevêque, Monseigneur Pierre-Marie Carré. Sa devise épiscopale, la voici, marche humblement avec ton Dieu, devise qui reflète bien sa personnalité et sa spiritualité. Au terme de la célébration, il a évoqué la réforme actuellement nécessaire dans l'Église. La véritable réforme que Dieu attend, a-t-il dit, c'est notre conversion personnelle à vivre sous le signe du service et du don de soi pour que grandisse la sainteté en tous les membres de l'Église. Le premier week-end de juillet a été marqué par les pèlerinages des pères de famille. Ces pèlerinages se multiplient en France. Une vingtaine étaient organisés cette année au Mont-Saint-Michel ou encore à Cotignac, le pèlerinage historique né en 1976. Marche, prière et échange sous le patronage de Saint-Joseph. Eh bien, cela répond aux besoins de ces hommes partagés au quotidien entre vie professionnelle et vie familiale. Notre journaliste Emmanuel Favreau a marché, lui, avec les pèlerins en route vers Vézelay. La première journée de marche est vraiment importante dans ce pèlerinage parce que c'est là où tout se passe, où la fusion fraternelle s'effectue vraiment, où on brise l'armure, où on apprend à se connaître pour ceux qui font le pèlerinage pour la première fois. Et on a vraiment des échanges en vérité. En particulier hier soir, on a eu ce moment autour du feu où on a partagé nos intentions, où chacun a un peu expliqué pourquoi il était venu sur cette route de Vézelay et surtout quelles étaient les intentions qu'il souhaitait partager avec tout le groupe. Je crois que le fait d'être entre hommes permet des échanges en vérité. Il n'y a probablement pas le côté séduction qu'il y a régulièrement dans une relation homme-femme. On n'est pas là uniquement pour raconter nos histoires de boulot, nos histoires de performance. On est là plutôt avec nos faiblesses, avec nos intentions de prière. Et c'est ce qui, je crois, fait la force de ce pèlerinage. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce reportage en septembre prochain dans l'émission que la rédaction va consacrer au jubilé du sanctuaire de Cotignac dans le Var. On retrouve maintenant le père Gonzalo Mezza pour sa chronique depuis les États-Unis. Aujourd'hui, le père Mezza souhaite revenir sur cette photo qui a ému l'Amérique latine, les États-Unis et bien au-delà, ce papa et sa petite fille noyés dans le Rio Grande. Oscar Martínez, son épouse et sa fille Valeria étaient originaires de El Salvador. Ils avaient quitté leur pays le 3 avril. Pendant des semaines, ils ont traversé tout le Mexique et finalement, ils sont arrivés à la ville de Matamoros, au nord du pays. Oscar voulait demander l'asile aux États-Unis. Mais selon les règles migratoires modifiées par le président Trump en janvier 2019, toute personne demandant l'asile doit attendre son tour dans une ville frontalière du Mexique. C'est pour cela qu'il y a des milliers de personnes qui attendent son tour dans une ville du nord du Mexique. Face au désespoir, Oscar a pris la décision le 23 juin de traverser le fleuve sans papier avec son épouse et sa petite fille. Ils n'ont pas réussi, parce que les courants les ont emportés. Les corps de Oscar et Valeria ont été trouvés morts sur la rive du fleuve. Ces décès s'ajoutent aux presque 300 migrants qui ont trouvé la mort dans la frontière mexicaine depuis 2018. Le drame de la mort des migrants est un drame quotidien qui persiste dans de nombreuses régions du monde.
la frontière mexico-américaine ou la Méditerranée, par exemple. Hier, dans son homélie, le pape François a dit « Il ne s'agit pas seulement de questions sociales ou migratoires. Ce ne sont pas seulement des migrantes. Les migrantes sont avant tout des personnes humaines. Ils sont aujourd'hui les symboles de tous les exclus de la société. » Je suis le Père Gonzalo Meza et je vous souhaite une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci Père. Et maintenant, le dossier, nous retrouvons notre invité de la semaine. Voilà, le gouvernement a annoncé que le projet de loi sur la révision de la loi bioéthique sera adopté en Conseil des ministres le 26 juillet prochain, au cœur de l'été. Et le débat parlementaire est programmé mi-septembre. Tuc Duhalderville, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général d'Alliance Vita. Un mot sur le calendrier déjà, pour bien comprendre pourquoi au cœur de l'été et comment ça va se dérouler. Il y a peut-être un loup derrière. Hein. Le calendrier, c'est-à-dire utiliser toute la trêve estivale pour passer presque en force, une discussion qui va avoir lieu très vite à l'automne, des commissions qui vont se mettre en place début août, une commission spéciale pour travailler dès la fin du mois d'août ou au tout début de l'automne pour aboutir peut-être à une sorte de passage en force, pour éviter la résistance qui est, à mon avis, à l'avis d'Alliance Vita, nécessaire face à beaucoup de dérives. On sait que le travail en commission, c'est-à-dire avant le vote en hémicycle, c'est quelque chose d'important, c'est une étape importante. C'est majeur, parce que c'est là que beaucoup de choses... en août, hein, c'est ça. Début septembre, sans doute. La commission va être mise en place début août et se réunira, je pense, début septembre. Mais en tout cas, c'est vrai que, disons, pour ceux qui prônaient un vrai débat, un débat serein, on a complètement passé sous silence le résultat des États généraux de la bioéthique, auxquels on était invité à participer et qui a été finalement complètement effacé par le fait que finalement les conclusions ne correspondait pas à ce que le gouvernement voulait faire passer. Donc, ça, c'était l'année dernière. Voilà, c'était l'année d'avant, oui. Donc, c'était une sorte de discussion permanente, mais qui aboutit à des dérives très graves qui n'ont pas du tout été avalisées par les citoyens participants aux États généraux. On voit que l'une des mesures qui suscite un fort lobbying, évidemment, c'est la procréation médicalement assistée. Autorisée, en tout cas, le projet de loi comporte cette mesure à toutes les femmes, donc les femmes célibataires, mais aussi les couples de même sexe. Le comité consultatif national d'éthique a donné son feu vert, pour autant. Oui, dès le début, mais d'ailleurs, c'était pas dans le programme du président de la République, c'était une promesse qu'il a fait à un certain moment à une niche électorale, comme on peut en faire. Mais effectivement, c'est sur ce sujet que se focalisent les énergies. D'une certaine manière, c'est très important parce qu'effectivement, il s'agit d'un vrai basculement. Aujourd'hui, il n'y a que 5% des enfants nés de procréation médicalement assistée qui naissent d'un donneur. À partir du moment où on l'ouvre à des femmes seules ou à des femmes vivant ensemble qui n'ont pas de problème d'infertilité, on casse tout ce qu'on avait construit avec les lois bioéthiques précédentes comme régulation, à minima, de cette procréation artificielle. Désormais, ça ne concerne que peu de personnes. Ça concerne très peu de personnes au départ, mais n'importe qui pourra le demander désormais. Une jeune femme pourra le demander simplement parce qu'elle ne voudra pas vivre avec un homme au tout début de sa vie féconde, une femme peut-être plus âgée. On laissera sans doute par décret les pressions quant à l'âge, mais c'est tout le système de procréation qui passe de la lutte contre une infertilité qu'on palliait par ces systèmes, de manière pas toujours satisfaisante à nos yeux sur le plan éthique, mais au moins c'était régulé, à une totale dérégulation. Et au fond, à un marché de la procréation étatisé, avec les gamètes, qui feront l'objet de banques étatiques, avec des normes techniques et la prise en main finalement par l'État pour un système de technostructure sur le corps des femmes et sur la procréation. C'est un changement absolument radical. Oui, mais en même temps, c'est bien conforme à la culture actuelle de la liberté des individus, aux droits qu'ils revendiquent. Il y a un grand paradoxe, vous le savez bien. C'est notre culture actuelle. Est-ce que ce n'est pas une adaptation, évidemment C'est-à-dire que je pense qu'on va dans le mur parce qu'on est dans une culture de l'ultra-individualisme, mais on est extrêmement dépendants les uns des autres. Et on le voit, nous avons fait avec Alliance Vita des sondages d'opinion successifs sur l'attachement des Français au père. Et voilà qu'une loi va amputer définitivement toute idée de père pour certains enfants. Et donc, on est dans un paradoxe. Et nous pensons que cette loi méprise, au fond, l'intérêt fondamental du plus fragile, l'enfant. Évidemment, il ne vote pas, mais les générations futures nous jugeront peut-être sur des très graves dérives qu'on aura fait subir en ne transmettant pas des repères essentiels dont on a tous hérité dans notre généalogie. On est tous nés d'un homme et d'une femme. Et voler la moitié de son patrimoine, de son histoire généalogique, toute la paternité à un
enfant, mais c'est extrêmement grave. Moi, j'ai pu le dire au président de la République, il a entendu, mais après, il fait comme il entend. Nous sommes la patrie des droits de l'homme. Et nous avons jusqu'alors résisté à cet utilitarisme typique de certains pays anglo-saxons. La France a une voix qui est attendue, et on est en train de tout casser, parce que derrière cette prétendue PMA dite pour toutes, qui est en fait PMA sans père, il y a tout le reste il y aura par exemple ce qu'on appelle le double don de gamètes qui va être autorisé. De quoi s'agit-il ? Comment ? Il s'agit de pouvoir concevoir un enfant avec des gamètes spermatozoïdes et ovocytes totalement extérieurs au demandeur. Et donc, c'est ce qui est utilisé par certaines femmes pour être l'une et l'autre mère du même enfant, qui va utiliser l'ovocyte d'une femme et qui va être porté par une autre. Et puis, c'est des personnes aussi qui, célibataires, vont obtenir des doubles dons. Enfin, tout ça, c'est vraiment une dérégulation absolue de la procréation, et derrière, le traitement de l'embryon comme une chose aussi, avec l'abandon de toutes les barrières qui, jusqu'alors, protéger à minima l'embryon d'être traité comme un objet simplement. Comment être audible sur ces sujets ? C'est très difficile. À la fois, l'immense majorité des Français, quand on leur explique, et c'est compliqué d'expliquer, je l'ai peut-être fait... Votre discours est comment dire, argumenté, il est construit. Pour autant, ça ne rejoint pas l'opinion commune, je dirais. Disons que je pense que ça rejoint le bon sens commun, mais malheureusement, les Français ont d'autres préoccupations, des préoccupations d'emploi légitimes, de sécurité, d'identité aussi. Et le gouvernement sait parfaitement qu'en faisant passer des lois sociétales, il tente de rassurer une aile gauche qui est relativement libertaire, en tout cas dans certaines sphères parisiennes. Il essaie de se récupérer cette sphère, de diviser davantage la droite entre guillemets traditionnelle, qui s'écharpe sur ces sujets. Oui, et donc, au milieu de tout ça, il peut y avoir des gens de bonne volonté aussi, des Français de bonne volonté. Mais c'est un coup politique, je pense, essentiellement. C'est aussi aller dans le sens de toujours plus de propositions techniques face à des désirs qu'on doit entendre, mais qui sont devenus insensés. Moi, je le dis clairement, concevoir un enfant privé totalement de référence paternelle, c'est effectivement exprimer un désir, mais ce n'est pas respecter l'enfant. Et il faut savoir dire non. On s'apprête à dérembourser les médicaments de confort d'Alzheimer et en même temps à rembourser la procréation médicalement assistée pour toutes. Et c'est à peu près un montant équivalent. C'est un sujet aussi ? Oui, bien sûr. Je crois que les Français, s'ils étaient pleinement conscients, et merci de le dire, seraient totalement effarés de voir que, alors qu'il n'y a pas de problème d'infertilité, on va utiliser des techniques qui sont dites médicales et qui en plus vont être remboursées par nos impôts ou par nos prélèvements obligatoires. On va donc rembourser l'injustice, on va financer l'injustice alors que ça coûte très cher, plusieurs milliers d'euros pour chaque PMA. Et puis ensuite, vous le savez, le tiers des familles dites monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté, et toutes ces personnes auront droit, si nous ne résistons pas, à toutes les allocations qui sont prévues pour aider justement des familles qui vivent avec, et on ne peut pas les en blâmer, avec le poids de devoir élever seuls des enfants, et c'est souvent des femmes. Et donc, nous allons créer des situations sociales de précarité que nous allons devoir financer. On marche sur la tête, mais ça, le gouvernement, je crois, l'assume. Quand des ministres ou des secrétaires d'État du gouvernement disent qu'ils ne seraient pas opposés à une GPA éthique, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Évidemment, on a en tête le propos de Gabriel Attal ou Mounir Majoubi, mais ça date d'il y a quelques mois. Oui, il y en a d'autres aussi. Évidemment, on cherche à vendre par petites pièces successives appartements. C'est tout un immeuble. C'est tout un immeuble qui est dans la dérégulation absolue de la procréation et sa technicisation. Et la gestation par autrui est la conséquence inéluctable de cette procréation médicalement assistée dont on nous disait il y a 5 ans qu'elle n'adviendrait pas. Et les gouvernements successifs font des promesses de digues qui ne tiennent pas avec le suivant ou qui ne tiendront même peut-être pas avec l'actuel. Donc il faut effectivement voir les conséquences. Les conséquences, c'est une forme d'atomisation de la société dans l'individualisme, dont le plus fragile fait toujours les frais, quel qu'il soit. Et l'embryon humain qui n'a pas de voix ou de visage, et l'enfant aussi qui est sans défense, fait les frais de techniques qui méprisent son intérêt supérieur. Est-ce qu'il y a, Tugdual-Derville, d'autres points sur lesquels vous êtes vigilant ou mobilisé dans ces lois de... La loi est extrêmement complexe et difficile d'une explication très pédagogique. Donc je l'ai dit sur l'embryon, et je ne vais pas le détailler, mais par exemple, il n'y a plus une interdiction explicite d'embryons chimères homme-animal dans leur fabrication. Il n'y a plus d'interdiction pour des embryons génétiquement modifiés, qu'on dit qu'on ne fera pas naître, même si en Chine encore vient de naître un nouvel enfant génétiquement modifié. C'est plus interdit, quoi. Et puis la naissance sera interdite, mais pas l'embryon. Donc il va être détruit, mais jusqu'à 14 jours désormais on pourra acheter sur l'embryon à nouveau. On repousse certaines des limites qu'on avait cru prétendre instaurer pour nous rassurer. Et puis il y a aussi tout un point qui est
passer sous silence. L'interruption dite médicale de grossesse, c'est-à-dire en cas de handicap, pourrait être pratiquée sur des mineurs sans que les parents soient conscients et prévenus de cette situation qui est effectivement extrêmement douloureuse, et avec aussi le risque d'une extension pour motif psychique de ce type d'avortement qui peut être extrêmement tardif. Il est autorisé jusqu'au dernier jour de grossesse en France, et donc avec une objection de conscience particulière que certains voudraient même effacer. Donc voilà, c'est un glissement. Vous l'entendez à ma voix et peut-être à mon débit, ça provoque une vraie colère, et ça doit nécessiter une mobilisation et une information des Français sur les détails de ce qu'on prévoit dans ce domaine. Dernière question très brève, est-ce que du coup vous êtes prêt, on entend votre mobilisation, mais à appeler à une mobilisation d'envergure ? Oui, nous sommes mobilisés énormément déjà depuis des années, et nous continuons à le faire. Nous espérons que beaucoup de Français de toute sensibilité se mobiliseront pour l'enfant. Nous sommes en contact avec de multiples associations qui se préparent aussi à des modes de mobilisation, y compris cet été et puis à la rentrée, sans se laisser prendre de court par un gouvernement qui a envie de passer très très vite à autre chose pour ne justement éviter un mouvement social qu'il redoute. Merci Tugdual Hervil d'avoir attiré notre attention sur ce qui va se dérouler autour des lois de bioéthique au cours de l'été. Bien sûr, vous retrouvez cette émission sur le site internet de KTO. Merci pour votre fidélité et à jeudi.